Les animaux d'élevage n'ont jamais été aussi injectés par les médicaments venant des grands labos. Pourtant, notre alimentation n'a jamais été aussi mauvaise qualité. Comment votre nourriture est contaminée par la maxi-vaccination des animaux d'élevage? Est-ce que cela participe à la volonté des élites de dépopulation du monde? Combien cela rapporte aux caisses des grands labos? À ces questions répondront les journalistes de Nexus qui ont réalisé une énorme enquête sur la mainmise des labos sur notre nourriture. Vous verrez, c'est édifiant. Pire, cela fait froid dans le dos. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Qu'est-ce qu'on a dans nos assiettes? Qu'est-ce qu'on mange? Est-ce que ce qu'on mange participe à la prochaine dépopulation que veulent les grandes élites? On va en parler avec nos amis de Nexus qui ont fait un énorme reportage sur leur dernier magazine. Ils sont tous là, voilà, ils sont beaux, ils sont là, ils sont présents, ils sont 4. On va parler de nourriture, d'injection sur les animaux d'élevage. Mais avant ça, n'oubliez pas de rejoindre le club Géopolitique Profonde. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. Voilà, c'est le 17e numéro. Il est là, il est entre mes mains. Vous avez dans ce club Gérard Chevrier, Thibaut Kerlarzin, Général de Lavarde, Laurent Ozon, les meilleurs, rien que les meilleurs. Vous avez droit, si vous nous rejoignez, à 7 jours d'essai gratuits. 7 jours d'essai gratuits. Et en cadeau, l'industrie minière. L'industrie minière écrit par notre ami Franck Pemgam. Il ne faut pas avoir peur. Vous nous l'avez réclamé. La boutique est là, elle est présente. Vous pourrez ne plus avoir peur. Ah non, il n'y a que moi qui l'ai. Alors regarde, il n'y a que moi qui l'ai. Il n'y a que moi qui ai droit à ce verre ici. La belle tasse. Voilà. Ça en fait des cadeaux de Noël. Ça fait des cadeaux de Noël, hein. N'hésitez pas, si vous voulez offrir des beaux cadeaux de Noël. Alors, je reçois à ma droite Marc Daoud, directeur de publication de Nexus. Comment ça va, cher Marc? Salut Mike. Bah, écoute, ça va. Malgré l'actualité qui est un peu anxiogène, ça fait du bien de se voir en vrai. Donc, merci de nous recevoir. Oui, ça fait quelques temps que vous n'êtes pas venu. Ça me faisait de la peine que vous ne veniez pas. Donc, du coup, il fallait que vous soyez là. Donc, montre-nous ton magazine. Numéro 155. De la seringue actuellement à votre assiette. En kiosque. Énorme enquête. Très très grosse enquête de Prisca du Cœur Joli, une de nos très très anciennes pigistes qui a fait un énorme boulot et qu'on va, j'espère, vous commenter aujourd'hui le plus fidèlement possible. Elle est parmi nous en plus. Elle est parmi nous, elle est en visio. Et Romain, comment tu vas, cher Romain? Eh ben, très bien, merci Mike pour l'invitation. Et dans ce magazine, il y a beaucoup plus que juste cette enquête. Bah, dis-nous. C'est un numéro qui est extrêmement bien fourni. Il y a Renaud qui nous a fait tout un rappel sur l'historique depuis un siècle sur le Liban et Israël. C'est formidable. Oui, la Troisième Guerre mondiale, parce que vous avancez là pour le coup. Oui, ça va un petit peu plus loin de ça, mais en tout cas, pour bien comprendre d'où vient le conflit, il faut revenir à ça. Et il y a Marie-Elsa qui nous a fait un super numéro sur le café. Et les problèmes que pose le café, moi qui en bois quand même pas mal, du coup je pense que je vais bien réduire et tout ça, mais c'est à juste titre parce que c'est assez intéressant de voir aussi. J'avais même pas compris moi à quel point les lobbies justement du café poussent pour enlever certains labels. Donc c'est un numéro qui est extrêmement. Je suis très fier de. Moi je n'écris pas encore dedans, on est beaucoup sur la vidéo, mais c'est passionnant de travailler à Nexus et d'avoir cette liberté là. Merci à toi, cher Romain. Estelle qui vient de la Creuse.
Oui. Tu venais de la Creuse, spécialement pour J'arrive, ici, mais quoi. tout juste de la Creuse. Je viens à peine de descendre du train, de prendre un véhicule là. Estelle, journaliste sur Nexus, sur le web. Oui, principalement sur le web. J'ai écrit des articles au départ pour le Mag Papier. Puis ensuite, il y a 4 ans de ça, on a commencé à développer Internet parce que tu étais un peu tout seul à ce moment-là. Face à cette crise sanitaire, c'est vrai. Donc Tu nous as bien tu vas aidé. pouvoir rebondir sur ce sujet de l'injection sur ces animaux d'élevage. Et enfin, Prisca Ducœur-Joly, journaliste pigiste pour Nexus. Que pour Nexus? Pas que pour Nexus. Disons que on pourrait dire que Nexus m'a mis le pied à l'étrier quand j'ai quitté les médias subventionnés. J'ai travaillé 2 ans pour ce support assez exceptionnel qui offre effectivement une grande liberté. Et par la suite, je me suis spécialisée sur d'autres revues, toujours en santé, principalement des revues suisses et belges. Merci à toi, cher Prisca. Comme tu as écrit l'article, tu as enquêté. Alors, je vais te poser d'abord à toi la première question. Pourquoi avoir enquêté justement sur l'injection sur ces animaux d'élevage? Bien, en fait, ça fait une quinzaine d'années maintenant que je travaille sur cette problématique des injections thérapeutiques. Voilà, on va les appeler comme ça. Je crois que les consignes sont claires. Ces injections, voilà, ça fait une quinzaine d'années que je les observe, que je les documente, principalement pour la santé humaine. Mais effectivement, je m'étais jamais intéressée aux animaux. Or, en fait, ce que j'ai découvert, c'est que les injections sont beaucoup plus développées encore chez les animaux que chez les humains, et que alors là, c'est un peu la fête au village, quoi. C'est-à-dire que systématiquement, depuis un certain nombre d'années, maintenant, ces injections bénéficient d'autorisation de mise sur le marché accélérée, souvent pour des questions d'urgence sanitaire. Et cette petite musique-là, de l'urgence sanitaire et des pandémies, elle a résonné dans mes oreilles. Et en revenant en arrière, effectivement, je me suis aperçu que les animaux sont très concernés par les problématiques d'alerte pandémique, et ce depuis déjà un certain nombre d'années. Voilà, donc il fallait bien qu'on commence à s'y intéresser, surtout que ça finit dans notre assiette. Ben oui, mais depuis combien de temps on traite les animaux? Je pense qu'on les a traités avec ces produits-là dès le début de la vaccination, en fait. Ça a commencé... depuis Louis Pasteur? Alors, je suis pas... Sur l'histoire de la vaccination chez les animaux, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est assez fouillé. Enfin, il faut aller vraiment enquêter. Mais Pasteur, il a commencé avec les poulets, le choléra, il y avait la rage... Et rapidement, il y a eu la variole chez les humains. En fait, les deux ont évolué vraiment en parallèle. Mais dans mes enquêtes, dans mes investigations, je suis surtout allé voir ce qui se passait du côté des humains. Mais il semble que les animaux sont vaccinés au même titre que les humains depuis les débuts de la vaccination, en fait. C'est-à-dire que depuis que l'injection, on va continuer à dire l'injection, hein, voilà, je le répète, depuis que l'injection existe, on injecte les animaux, et ces animaux vont tout de suite dans nos assiettes. C'est-à-dire que depuis Louis Pasteur, nos grands-parents et grands-parents mangeaient des animaux avec des injections de produits. Je saurais pas dire, parce que l'élevage était quand même beaucoup moins... je pense que c'était quand même beaucoup moins ouais, donc c'est beaucoup plus tard. Alors, ça veut dire que c'est au moins après-guerre. C'est plus tard, parce qu'en fait... Voilà, ça va dépendre en fait de ce qu'on appelle l'élevage intégré. À partir du moment où l'élevage industriel se met en route, en fait, c'est là que ça va démarrer. On va avoir besoin de prophylaxie injectable pour faire de la prévention, pour faire face en fait aux dégâts, à l'immunité affaiblie d'animaux qui sont élevés dans des conditions assez stressantes en fait. Et avec la mondialisation par-dessus, les allers-retours, les déplacements d'animaux en fait vont contribuer à contaminer les troupeaux avec des virus sur lesquels nos troupeaux ne sont pas forcément adaptés en fait pour résister en fait à ces invasions microbiennes. Et donc, les injections vont être une des réponses, au même titre que les antibiotiques. Mais je pense que depuis 30, 40 ans, les injections ont pris une place prépondérante, en fait, dans l'arsenal, on va dire, préventif, alors qu'il ne s'agit pas vraiment de prévention. Il s'agit de quoi, du coup?
on pourrait parler d'une prophylaxie, mais la prévention authentique, elle se situerait plutôt dans prévenir, remonter l'immunité des animaux avec des moyens qui sont plutôt naturels, qui consisteraient en fait à déconcentrer les élevages pour éviter en fait de se retrouver face aux causes premières, qui sont en fait la proximité des animaux les uns avec les autres, et qui font que dans ces conditions stressantes, ils s'affaiblissent en fait. Et la vaccination, les injections en fait sont là surtout pour pallier un problème qu'on pourrait résoudre en fait en adoptant d'autres modes d'élevage. Cher Marc, merci beaucoup. Cher Prisca, qu'est-ce que ça veut dire, Marc? Ça veut dire que, en fait, avec l'industrialisation de l'agroalimentaire, on a créé, en gros, des maladies sur ces animaux, et donc du coup, il faut. C'est ça un peu. Ou est-ce que c'est ça, ou est-ce que quoi qu'il arrive, on doit les piquer parce que voilà, parce que Big Pharma en fait a mis la main sur l'agroalimentaire, il faut quoi qu'il arrive les piquer. C'est ça en fait que disait à juste titre Prisca, c'est qu'en fait au lieu de remonter à la cause de ce problème, les industriels vont essayer de continuer de se faire de l'argent avec la cause du problème, qui est encore à la base l'industrialisation des modes de production. Donc l'industrialisation des modes de production est la cause du problème, provoque une situation qui n'est pas normale dans la nature et qui augmente ces zoonoses, ces soucis sur les élevages. Parce que l'OMS estime à ce qu'il y a une perte de 20% de l'élevage mondial. Et donc ils mettent en avant le côté qu'il y a que ça correspond aux pertes de consommation annuelles de 1,6 milliard de personnes sur Terre. Donc on va se dire, c'est dommage, il y a des gens qui meurent de faim, il vaut mieux éviter de perdre ce bétail. Mais au lieu de remettre en cause le mode de production, ils gardent le même mode de production qui est générateur de profit pour toujours les mêmes. Et ensuite, ils vont créer un autre mode de production industriel pour essayer de pallier ce souci-là avec des injections à répétition, qui d'ailleurs, comme le disait Prisca, aujourd'hui sont mises sur le marché sans qu'il y ait de réelles études qui soient faites au préalable. C'est-à-dire on les met d'abord, comme on a vu pendant la crise sanitaire, on met d'abord l'injection sur le marché et ensuite on verra. Et d'ailleurs, il y a énormément de remontées. D'ailleurs, là, je voulais mettre ça parce que dans le Nexus, on l'a mis. Il y a énormément de remontées en pharmacovigilance de ce que les effets secondaires peuvent provoquer sur le bétail. Et pour se rendre compte de cette prédation de l'industrie et aussi de nos modes de consommation, il y a quand même 2050 milliards d'animaux tués pour l'alimentation humaine en 2022. Voilà. 2050 milliards. Ouais. C'est-à-dire 100 fois... On est 7-8 milliards. Voilà. On est 7-8 milliards, donc ça fait 300 fois plus. En France, c'est 1 milliard d'animaux issus de l'élevage tués pour l'alimentation humaine en 2022. Voilà, donc ça, c'est une petite infographie. C'est juste pour voir vaches, poussins... Et l'animal le plus tué dans le monde, c'est le poulet. Apparemment, d'ailleurs 75 milliards en 2022 et les plus sont les animaux aquatiques. Dans les animaux terrestres, c'est les poulets. Mais en fait, faut se rendre compte que ce marché de l'injection pour les animaux, moi j'ai repris les chiffres que Prisca a retrouvés, c'est quand même des chiffres assez impressionnants. On parle d'une prévision en 2030 de 26 milliards de dollars. Avec une croissance annuelle de 9%. Cette année, c'est combien ? En 2022, c'était 12,8 milliards. Donc ça veut dire que d'ici, de 2022 à 2030, en 8 ans, ça va plus que doubler. Donc là, on voit l'évolution ici du marché de l'injection sur les animaux. Donc c'est un marché porteur. Donc vous vous doutez bien qu'ils ne vont pas remettre en cause les modes de production industriels et les élevages de 1000 vaches, voilà. Et ça se retrouve dans l'alimentation humaine, parce qu'on pourrait dire, moi, je ne consomme pas de viande, à la limite, je m'en fous. Ouais, mais dans le lait. Et à moins d'être végane, il y a quand même, du coup, voilà. Et même être végane, c'est pas non plus le top du top, faut pas croire. C'est pas facile. Et voilà, pour ne pas être carencé en ci, en ça, oui. quand même beaucoup de Parce que ceux qui sont végans pour pas être carencés, ils prennent des cachetons de Big Pharma quand même. Alors oui, il y a des labos qui produisent des trucs bio et tout, c'est vrai que c'est pas la panacée non plus. Donc en fait, le souci à la base, et pour comparer au marché mondial, donc ça j'avais sorti ici, parce que je voulais bien qu'on se rende compte, le marché mondial des injections pour les humains, en 2023, c'était 78,2 milliards de dollars en 2023, et la prévision pour 2032, c'est 139 milliards de dollars, avec une progression de 6,5%, donc moindre, ce qui est déjà pas mal, mais moindre
que pour les animaux. Merci, cher Marc. Romain, toi qui étais journaliste vedette sur France Soir, et tu as pu... bah oui. Mais on avait travaillé sur la vaccination, c'est ça que, bah oui, c'est ça. que tu veux dire. Et donc, du coup, moi j'ai l'impression de revenir là 2 ans en arrière, où nous étions tu vois, en train de parler des dangers de l'injection. Évidemment. En fait, ça date. C'est ce qui est assez intéressant, c'est qu'il faut plus. Même c'est intéressant, comme Prisca fait des liens avec la crise Covid. Ça date. Les scandales pharmaceutiques, ça date maintenant de beaucoup plus loin que le Covid. Donc, il ne faut pas s'arrêter juste à cette date-là. La vaccination, elle parle de la crise H1N1 dedans. C'est quelque chose qui. Donc, on a pu reprendre. On est allé voir avec Marc pour les liens aujourd'hui. Comment est-ce qu'on ne peut pas parler de Big Pharma? Que même Wikipédia parle des théories du complot qui sont autour de Big Pharma en disant alors il faudrait qu'on reprenne les thèmes. Attends, juste avant qu'on aille là-dessus, par rapport à ce que vous disiez, par rapport aux véganes, de toute manière, la Terre est polluée en général. Hein, donc au-delà de ça, tu as un autre problème au-delà de la vaccination, mais que la pollution pour tout type de légumes, de toute manière, on va avoir une terre aujourd'hui qui est tellement dégradée qu'on ne peut plus avoir des légumes de la même qualité. Bon, c'est surtout ça le problème par rapport, on va dire, aux légumes en général. Sur l'élevage, tu as surtout le problème qu'il crée un système comme tu en as commencé à parler un petit peu. C'est que aujourd'hui, vu que tous les animaux sont mis tous ensemble, par exemple, on voit au Venezuela, c'est gigaferme où tu as des milliers de vaches qui sont complètement serrées entre elles, qui créent d'énormes problèmes sanitaires pour les animaux sur l'élevage extrêmement intensif. On va avoir du coup besoin de médicamenter énormément. On parle aussi beaucoup du saumon en Scandinavie. Et donc effectivement, c'est là où ensuite ils amènent la vaccination. Et c'est très bien décrit dans l'article de Prisca. Au-delà de ça, donc pour Big Pharma, effectivement, tu faisais le lien avec nous, ce qu'on a vécu ces dernières années. Il faut voir que l'industrie pharmaceutique, les scandales datent vraiment il faut remonter extrêmement loin. On est allé voir avec Marc, on a repris aujourd'hui, on ne peut même plus parler de théorie du complot de Big Pharma. Comment est-ce qu'on a vu ça sur Internet? Attends, que je reprenne, excuse-moi, on n'avait pas préparé ça. Voilà, aujourd'hui sur Wikipédia, on a mis la théorie du complot de Big Pharma est une théorie du complot selon laquelle les établissements médicaux et les compagnies pharmaceutiques en particulier s'organisent entre eux et de façon consciente en dépit du bien commun à des fins financières, notamment par l'intermédiaire du lobby pharmaceutique. Voilà comment on décrit aujourd'hui, alors que à partir du moment où tu es dans une société capitaliste, forcément qu'il y a des intérêts financiers pour toute industrie à faire passer d'abord ses richesses avant autre chose. Et aujourd'hui, les gens n'ont même plus la capacité de pouvoir juste s'opposer à cela. Nous, c'était effectivement ce qui nous était arrivé. On parlait à François, mais Nexus l'a très bien traité aussi depuis 2020. Et voilà, on n'a pas attendu cette vaccination animale. Aujourd'hui, il y avait aussi la vaccination des 3 vaccins obligatoires pour que les enfants aillent à l'école, qui était passé à 11. On en parlait aussi... Maintenant à 15. Ouais, quoi. C'est 15 aujourd'hui pour les enfants. Oui. Et si tu veux mettre ton animal, donc par exemple si tu veux mettre ton chien, où ça de toute façon, tous les animaux domestiques doivent forcément être injectés. C'est une obligation. Et en plus, d'ailleurs, on en parle dans l'article. Prisca en parle. Il y a plein de vétérinaires qui sont contre. Ils font des rappels tous les ans. Donc il y a une énorme manne financière. Parce que ça c'est à la charge du propriétaire de l'animal. C'est, je ne sais pas combien de dizaines d'euros par animal, tous les ans, des rappels qui ne servent quasiment à rien. Et que beaucoup de vétos, d'ailleurs Prisca a pu en interviewer quelques-uns, refusent, enfin en tout cas s'opposent à ces pratiques-là, qu'ils jugent excessives. Mais encore une fois, ça part de directives des industries pharma. D'ailleurs, j'en ai juste comme ça pour qu'on puisse se faire un petit panel. Elle en a répertorié 5, les plus grands géants en termes d'injection animale. C'est Zoetis, Elanco, Merck, Boehringer et Ceva. Ceva, petit français qui bosse avec l'État sur toutes les injections obligatoires des canards contre la grippe aviaire avec sa nouvelle injection ARN messager. Donc on voit que les mêmes techniques, la même technologie est utilisée pour les humains et pour les animaux. Ces ARN messagers. Et juste comme ça, pour se rendre compte, Zoetis, qui est le premier, c'est un chiffre d'affaires de 8 milliards en 2022. Ses principaux actionnaires, ils comptent parmi eux Vanguard et BlackRock. Donc on retrouve encore... Toujours les mêmes, quoi. Toujours les mêmes. Voilà, on retrouve encore les mêmes intérêts financiers. Et Zoetis,
Ah, vas-y. Oui. Prisca. Ouais, et Zoetis, le leader du marché, c'est quand même une ancienne filiale de chez Pfizer. Et donc en plus la directrice de Zoetis, elle a été aussi responsable la présidente PDG. Elle a aussi été responsable de la commercialisation des produits Pfizer avant d'être chez Zoetis. Et elle-même, elle siège aussi, je crois que c'est chez BlackRock. Oui. Donc on vous parliez tout à l'heure de certaines intrications au sein de Big Pharma et de la grande finance, c'est là, ça se voit, c'est sous nos yeux, il n'y a rien de complotiste à travers ça en fait. Hein. Complètement. Si on élargit même au-delà de ça, si on prend par exemple, tu parlais dans une dernière crise sanitaire, quand on nous dit justement qu'on n'a pas le droit de parler de théorie du complot, puisqu'ils font... alors c'est comme tu disais, quand ils disent finalement qu'ils ont des intérêts financiers, ils disent de façon consciente, parce qu'en fait tu ne peux pas prouver que c'est pas conscient. Oui. Et c'est là où tu deviens complotiste. C'est toi qui m'as dit ça. C'est que ils mettent toujours. Ça veut dire quoi conscient Parce que dans la petite définition qui est mise sur Wikipédia et que je retrouve assez souvent dans les débunkers qui veulent essayer de démonter le fait que les gens qui font n'importe quoi tout là-haut le font pas de manière consciente. Et nous on va taxer de complotistes parce que on va y voir une intention. Puisqu'au bout d'un moment, quand on commence à faire les liens et que c'est répété... Quand tu as vu 200 affaires... on se dit, bon, ils ne peuvent pas ne pas savoir ce qu'ils sont en train de faire. Donc il y a vraiment une conscience de ce qu'ils font. Et ce qui était rigolo, c'est que dans la petite définition de Wikipédia, c'est qu'ils disent que est une théorie du complot, celle qui va définir qu'ils se font de l'argent sur le dos de la santé humaine, mais de manière consciente. Donc si c'est inconscient... Si c'est inconscient, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, parce que les pauvres, ils ne sont pas au courant, ils ne font pas exprès. Et là, juste là-dessus... Excuse-moi. Non, pardon. C'était pour conclure. Bon. Non, vas-y, conclure. Non, mais juste, par exemple, le Pfizer, si c'est pas conscient, pourquoi il y a l'affaire du virus synthétique, pourquoi il y a l'affaire du Trovan au Nigeria? Les gens, à mon avis, nos lecteurs connaissent, mais c'est toujours intéressant d'en reparler, parce que si c'est pas conscient, pourquoi il y a aussi l'épilepsie au Royaume-Uni? Pourquoi il y a l'affaire des publicités mensongères en 2009? Pourquoi il y a la condamnation en 2012? Pourquoi il y a les Pandora Papers? Ça, j'avais même pas... Panama ou Pandora Papers? J'ai pas vu ça. Ouais. Où Pfizer allait monter avec le laboratoire Allergan, Pfizer fait le Viagra, Allergan c'est le Botox, et allait monter la plus grande fusion pharmaceutique de l'histoire, et ont été arrêtés puisque dans les Panama Papers était révélée leur optimisation fiscale. C'est quand même incroyable s'il n'y a pas si c'est inconscient. Parce que c'est pas fini, il y a aussi toute la corruption en Chine, en République tchèque, dans une dizaine de pays, et j'ai même pas pu tout marquer. C'est fou, mais c'est fou ça. Non, mais dis-moi, notre ami Romain, c'est fou. Et d'ailleurs, tiens, alors, tu peux répondre à Romain, mais en plus, toi qui viens de la Creuse, et nous, en France, on donne un peu on fait un peu la leçon à ces pays lointains, en disant ouais, mais ils font de l'élevage industriel. Est-ce que nous, par exemple, on est aussi dans le même type d'élevage? Alors, dans la Creuse, pas du tout. Les vaches, il y a plus de vaches que d'habitants, mais elles sont dans des prairies. Mais vraiment, elles sont à l'air libre, elles broutent de l'herbe bien verte. Donc ça veut dire qu'il faut acheter français? Alors, mais en revanche, même si les élevages peuvent être bio, par exemple dans la Creuse, eh ben, les animaux sont quand même injectés. C'est-à-dire que même l'agriculteur bio n'est pas exempté de ces injections. C'est ça le problème. Justement, c'est quoi la différence entre le bio et le non-bio dans l'élevage? Et puis en plus, j'ouvre une petite parenthèse, j'ai notre ami Samba Diop, il n'est pas content, il me dit, vous allez voir, d'ici la fin de leur vidéo, ils vont proposer aucune solution, ils font que dénoncer des choses que l'on connaît déjà, mais vous faire comprendre qu'il faut avoir peur. Donc non, n'ayez pas peur, écoutez madame. Alors justement, on en discutait avec Prisca la dernière fois, alors les solutions c'est quoi? Alors, bon, déjà, chez moi, dans la Creuse... D'abord, la différence entre le bio et le non-bio. La différence entre le bio et le non-bio, je pourrais pas te faire la liste. C'est un cahier des charges. Ouais, vas-y, Prisca, si tu veux. Il y a quand même un cahier des charges qui est quand même radicalement différent au niveau de l'alimentation et du bien-être animal, quand même. Il y a des limites à l'entassement des animaux dans les fermes. Donc, souvent, il y a du plein air. Et justement, les politiques sanitaires pendant les pandémies interdisent le plein air, confinent et détruisent aussi les cahiers des charges de l'agriculture biologique. Et à l'époque de la fièvre catarrhale ovine, justement, l'État avait dit pas de souci, vous garderez votre label bio, mais vous confinez. Et ils ont fait la même chose avec les poulets pour le plein air, et pas de souci, vous garderez votre label label rouge ou bio, et on vous confine pendant 1 an, 2 ans, et surtout, on va vous vacciner de manière obligatoire à partir de il y a quand même l'injection derrière, sur le bio. L'injection n'est pas considérée comme un médicament par l'État.
dans le cahier des charges de l'agriculture biologique, et ça a été une volonté politique, absolument pas une volonté des agriculteurs bio, en fait, qui se sont battus quand même au départ contre la vaccination, enfin contre les injections, parce que c'est pas leur dada de base, quoi. Ils sont plutôt dans une logique qu'on parlait tout à l'heure de prévention authentique et bien en amont, en fait, de ces injections. Estelle, tu voulais rebondir? Vas-y. Non, mais pas par rapport aux solutions. Alors, vas-y. Quelle solution? Alors déjà, il y a le végétarisme pour ceux qui le souhaitent. C'est quoi le végétarisme? Le végétarisme, c'est ne pas manger ni de viande. C'est végan ou c'est non, autre chose? Tu peux manger des œufs, tu peux manger du fromage, mais tu manges ni viande ni poisson. Oui, mais les œufs, est-ce que, tiens, par exemple, la poule doit être injectée, j'imagine? Est-ce que bonne question. Est-ce que les œufs sont D'ailleurs, non, même alors, les... ça, oui. Je peux vous dire, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune étude là-dessus, donc on n'en sait rien. Ah, donc pas d'œufs. Et bien sûr, les pouvoirs publics ne financent pas ce genre d'études. Il y a, en matière d'injection, et il n'y a pas, enfin, disons qu'il n'y a pas d'obligation de faire des études de pharmacocinétique, c'est-à-dire sur le devenir du produit. Et ça, c'est. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en hein. fait, on ne peut pas savoir si le produit injecté peut contaminer l'homme, si je puis dire. Aucune idée. On n'en a aucune idée, et c'est bien le problème d'ailleurs. C'est triste, mais... Tu dis dans ton article, c'était justement la question que je voulais te poser ce soir, tu dis le fabricant est exempté de la législation sur les limites maximales de résidus. Est-ce que tu peux nous parler des résidus? Alors, est-ce que c'est spécifique au vaccin ARNM ou est-ce que c'est pour tous les résidus de tout type de vaccin? C'est pour tous les, on va dire, les résidus médicamenteux, dès lors qu'il s'agit d'un médicament à visée immunitaire. Dès lors qu'on est dans une logique de prévention, de renforcement de l'immunité par ce type de prophylaxie, justement, c'est les vaccins en fait, les injections, pardon, excusez-moi, j'ai prononcé un grand mot. Dès lors que vous êtes dans une visée immunitaire, vous êtes exempté de la législation sur les limites maximales de résidus. Donc en fait, le fabricant, quand il propose son autorisation, son dossier d'autorisation de mise sur le marché, dans le paragraphe limite maximale des résidus, il y a écrit en dessous exempté. Voilà, en gros. Donc effectivement, on peut pas savoir en fait ce que devient le produit, ni pour l'animal, ni pour le consommateur, ni dans le lait, ni dans les œufs. Mais c'est qu'en France ou c'est partout? Ça, ce sont des textes européens. Ah. C'est européen. C'est à une législation européenne. Je sais pas sur le plan international, mais je pense que tout ça découle naturellement de l'OMS et que du coup c'est un peu cette pyramide de cette gouvernance publique-privée qui est à la cause en fait de toutes ces politiques sanitaires où on retrouve à la fois le politique et l'économique main dans la main qui travaillent ensemble pour trouver des solutions pour l'élevage et où l'OMS ou l'Union européenne à travers l'Agence européenne du médicament joue le rôle en fait de maillon administratif pour accélérer les procédures d'autorisation sur le marché. Justement sous le coup au nom de l'alerte pandémique et de l'urgence sanitaire, voilà. Dernière petite question, combien de temps a duré ton enquête? En fait, cette enquête, elle a duré un petit mois, mais elle est le fruit aussi de tout ce que j'ai acquis en termes dans le paradigme des injections immunitaires. Il y a beaucoup d'aspects et les failles des campagnes d'injection obligatoires ou recommandées sont de toute façon connues depuis presque depuis Pasteur. Dès le départ, en fait, ça a été sujet à polémique et de débats féroces au sein, par exemple, de l'Académie de médecine. Et aujourd'hui, encore le débat, même si on le voit pas dans les médias mainstream, il est toujours très vif. Et il y a des choses qu'on connaît, qu'on sait, par exemple, que ces injections n'ont pas les mêmes essais cliniques, elles n'ont pas besoin de placebo, la durée des études est beaucoup plus courte. Justement, il n'y a pas ces fameuses études de pharmacocinétique, donc en fait, elles ont tout un tas d'avantages. Ces produits, voilà, ils ont un dépasse-droit. Et aujourd'hui, avec les thérapies géniques, issues du génie génétique, ils utilisent la législation laxiste des vaccins pour se faire passer pour des produits injectables vaccinaux, voilà, ils passent pour ça, alors qu'en fait, ce sont surtout des thérapies géniques. Et donc, grâce, entre guillemets, au Covid, les injections issues du génie génétique
vont pouvoir passer aujourd'hui avec des procédures de mise sur le marché accélérées, comme on l'a vu avec les canards. Et même l'Agence européenne de sécurité sanitaire, l'EFSA, a dit que fort de l'expérimentation réussie avec les injections contre la Covid-19 chez les humains, on pouvait s'attendre à des résultats positifs avec les injections issues du génie génétique pour les animaux. Et donc, elle voit ça d'un œil plutôt favorable et elle encourage en fait le développement de ces produits et puis les autorisations de mise sur le marché. Voilà. En fait, c'est un cas d'école parce que aujourd'hui, on teste d'abord les humains et après on autorise sur les animaux. Merci beaucoup, Gérard Prisca. Romain, tu voulais rebondir? Oui, je fais juste un pas de côté sur les solutions. Il faudrait revenir sur ce que dit Priscala. Par rapport à ce que dit Priscala juste avant, le manque d'enquête, il faut bien que les gens comprennent que c'est vraiment ça qui nous empêche de travailler en général. Ce qui est fou, c'est que les médias mainstream arrivent toujours à faire des effets loupe où ils parlent de non-phénomènes et ils en parlent tous les jours et tu as l'impression que c'est un vrai fait de société. Par exemple, on va prendre les incendies aujourd'hui, alors qu'il y a eu beaucoup plus d'incendies à certaines époques, mais aujourd'hui, ils vont faire croire que c'est un fait aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu autant, parce que tu n'en as jamais vu autant dans les médias. C'est à Valence, par exemple. Voilà. Et donc, alors pour Valence, je ne saurais pas. Ok, d'accord. Oui, mais il y a toujours eu des inondations. C'est ça. Voilà. Ah bah oui, mais par exemple, oui, quand on dit il y a eu des inondations, je crois en Espagne, de ce même type en 73, qui avait fait tout autant de morts, voire plus. Donc, il y a eu, la planète a connu 5 extinctions aussi. En tout cas, voilà. Depuis que la planète existe. Donc, et pendant les 5 extinctions, il n'y a pas eu de Renault, de Citroën et de Ferrari, tout ça. Exactement. Et là, par exemple, quelqu'un comme Prisca qui va travailler sur ce sujet-là, ou en général sur les problèmes d'effets secondaires des injections, effectivement, c'est le côté où derrière, les universitaires ne poursuivent pas le travail des journalistes, qui est de dire, attention, il y a quand même un effet là, est-ce qu'on peut poursuivre, est-ce qu'on peut avoir des vraies enquêtes? Et comme elle dit, ils ne financent pas les enquêtes. J'aimerais revenir à ce qui a été dit tout à l'heure par votre lecteur sur le fait qu'on ne propose rien. Alors c'est pas vrai, il y a beaucoup de médias alternatifs qui proposent, mais alors il s'est trompé de cible parce qu'à Nexus, il n'y a aucun média alternatif, enfin GPTV le fait aussi, mais ensemble on propose des solutions et à Nexus, on le fait toujours. Dès qu'on fait une vidéo, on interroge on passe énormément de temps à demander aux gens, oui ok c'est bien le constat que vous faites, mais qu'est-ce que vous proposez pour demain? Nous en tant que journalistes, on ne peut pas trop proposer. On essaye un petit peu, mais on n'est pas des militants, on est des journalistes. Et derrière, nous, ce qu'on fait sur le terrain, ce qu'on fait comme enquête, c'est 1/10 du boulot. Derrière, il faut que les gens puissent, eux, ensuite aller dans des associations, faire du travail associatif. Le travail associatif, moi, je dis tout le temps aux gens, allez là-bas, il n'y a pas de publicité. Parce que les pouvoirs financiers dont on parle depuis tout à l'heure, c'est bizarrement les gens, quand il y a des grandes finances qui viennent, que ce soit pour vous proposer de financer votre laboratoire pharmaceutique ou proposer de financer un média, tout de suite on n'a pas le même discours. Donc allez vers les gens qui se font un travail le plus bénévole possible. Et il y a énormément d'associés qui attendent, qui n'ont aucune publicité, dont on ne parle jamais dans les médias. Eux ils font un travail, il y a de vraies solutions. Nous à Nexus on ne propose aucune solution politique, on est complètement apolitique, j'étais fasciné par ça quand Marc m'en parlait. Mais en fait, tu as totalement raison. Vous êtes journaliste, vous avez fait une enquête, voilà. Il y a ces produits sur ces animaux, voilà. Après, les gens, c'est à eux aussi de faire ce qu'ils ont à faire. Enfin, je sais pas, ce que tu en penses. Mais après, une fois qu'on lit ça, c'est vrai que bon, ça a un impact. Après, lequel? Moi, je sais que j'ai été végétarienne 8 ans, puis je suis redevenue carnivore. Et en lisant cet article, c'est vrai que j'étais au rayon des supermarchés, j'étais là. Alors, saumon bio, non, ça est vacciné. J'ai rien acheté ce jour-là de carnet ou de carnet. Après, qu'est-ce que ça peut avoir? Quand on lit un article comme celui-là, on se dit, bon, alors, quelle viande, si on veut continuer à manger, quelle viande ou quel poisson n'est pas vacciné? Donc on peut se poser cette question-là. Alors il reste les animaux de la chasse. Alors on peut être profondément écologiste et être pour la chasse. Parce que j'ai milité pendant des années dans les milieux écolos, être contre les éoliennes, être contre la chasse. Puis finalement on se rend compte que les chasseurs sont peut-être certains plus écolos que certains qui vont militer. Donc là, par exemple dans la Creuse, on a un élevage de bisons. Alors le bison, c'est ce que m'expliquait. Alors elle m'a laissé un message juste avant l'émission, donc j'ai pas pu l'écouter parce que je lui dis s'il te plaît Florence, parce qu'on l'a interviewée. Florence, dis-moi pourquoi ton élevage est exempté de vaccination obligatoire. De mémoire, elle m'expliquait que comme c'était un animal sauvage. J'espère que je dis pas de bêtises, parce que je suis en direct.
Mais Mêmes règles. comme c'était un animal sauvage, elle n'avait pas les mêmes règles que Comme les autres. sangliers, etc. Quoi, ça. Ou les cerfs et tous ces. Enfin, le gibier de forêt, quoi, ça, j'imagine. Hein. Voilà. Donc, Alors Ça après, on va dire- n'intéresse pas, il n'y a pas de filière, pardon. Il n'y a pas de filière sur le bison, en fait. Oui. Ah oui. Ça n'intéresse pas, ça demanderait trop de travail de développer des vaccins spécifiques au bison, parce qu'il faut quand même qu'ils trouvent des cohortes. Hein. Mais oui, l'animal sauvage, Estelle, bien sûr, les sangliers, bien sûr, on se retourne maintenant vers le poisson, peut-être plus, même s'il y a du mercure, bon, c'est peut-être quand même mieux de manger du poisson de pêche. Et puis, on apporte quand même des solutions dans le dossier en racontant qu'il y a des gens qui font différemment, qu'il existe des solutions, donc on laisse pas les Justement, gens sans perspective. T'en parles, Et bien Prisca. sûr que- T'en parles, Prisca, j'étais en train de relire en même temps que tout le monde parlait, parce qu'effectivement, il y a un petit passage, bon, parce qu'il n'y a pas forcément 36 000 solutions, mais il y en a. Elles ne sont pas très mises en avant par l'État, mais apparemment, ce que tu as retranscrit, c'est que l'ANSES affirme travailler depuis plusieurs années pour promouvoir des médicaments vétérinaires à base de plantes. Et tu t'es basé sur une conférence européenne sur l'utilisation des plantes en médecine vétérinaire, donc sur le site de l'ANSES du 22 mars 2022. Et apparemment, il y a quand même des produits vétérinaires à base de plantes qui existent, qui sont très peu nombreux, mais qui pourraient être développés. La question, c'est pourquoi ce n'est pas développé. Donc en fait, il y a des solutions. Nous, on est là aussi pour les valoriser, les mettre en avant. Mais la difficulté, c'est qu'ensuite, c'est au pouvoir public de leur donner une existence industrielle. Parce que si c'est pour son animal ou pour un petit élevage, on puisse s'appuyer sur un vétérinaire homéopathique ou autre qui, lui, a des solutions alternatives, tant mieux. Mais à l'échelle industrielle, c'est pas du tout applicable parce que c'est des filières entières qui, elles, vont suivre les recommandations, vont suivre le lobbying pharmaceutique qui est extrêmement puissant. Et on le voit, ne serait-ce qu'au Parlement européen, le nombre de lobbyistes qu'il y a par député pour tel ou tel sujet, quel qu'il soit. Pour l'instant, ce genre de pratiques alternatives ne font pas le poids. Il faudrait qu'il y ait du lobbying citoyen ou alternatif, qui ait les mêmes financements pour qu'il y ait 3 lobbyistes par député au Parlement européen. Quoi. Alors, on va continuer la discussion entre nous. Je vais donner la parole à Estelle, mais avant ça, la réclame impertinente. Vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument, absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.